Bienvenue dans ce journal de 20 h. 3 titres au sommaire. Tous les produits pétroliers qui entrent en RDC par la zone Est seront désormais identifiés. Le ministre national des hydrocarbures a procédé au lancement du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers, un programme indispensable de lutte contre le trafic et qui vise aussi à maximiser les recettes pour le compte du Trésor public. Et puis après la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala qui avait causé plusieurs morts et des dégâts matériels importants, l'heure est à la rénovation des bâtiments incendiés. Les équipes sur terrain sont à pied d'œuvre pour redonner une belle image de la CPRK. Pour se rendre compte de l'effectivité des travaux, le ministre d'État, Constant Mutamba, s'y est rendu. Et puis, en prévision de la tenue prochaine de la commission gouvernement et banque syndicale de la santé, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a réuni le banc syndical de la santé. L'objectif est d'évaluer les engagements pris lors de la tenue des travaux de la commission préparatoire à suivre dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également la lecture d'une ordonnance présidentielle qui sera lue par Oscar Mbalkaïj. Sauf changement de dernière minute, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devra prendre la parole ce 25 septembre à la 79e Assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir à New York. Un discours très attendu où ça sera également une session de tous les enjeux qui revêt plusieurs enjeux sur le plan sécuritaire, politique et environnemental. La question sur la représentativité de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité permanent de l'ONU va être aussi abordée. Suivez ce commentaire d'Oscar Mbalkaïj. 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont prendre la parole du haut de la tribune de cette session ordinaire. Aux côtés de ses pairs, l'oral du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très attendu. Beaucoup d'enjeux pour cette session qui regroupe tous les pays membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est notamment des enjeux sécuritaires dans l'est du pays, les questions de santé publique avec les plans de contingence de la variole Mpox par la RDC et au-delà de tout, la prévention des grandes pandémies. Et l'autre agenda non moins de taille, c'est la mécanisation de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire assurée. Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va sans doute revenir sur la position de la RDC en tant que pays solution sur la transition énergétique et la protection de l'environnement. Un autre agenda de taille, ce sont les 2 places tant réclamées par l'Afrique parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les grandes puissances veulent que cela soit fait sans droit de vote. Et la RDC sera présente à cette session à travers le premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va porter la voix de tout un pays. Vous le savez, la session qui s'est ouverte le lundi dernier au Parlement était essentiellement budgétaire. Pour ce faire, Jean-Michel Sama-Lukonde, président du Sénat, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Judith Suminwa. Les deux personnalités ont évoqué la question liée aux axes prioritaires de la loi des finances exercice 2025, une séance à laquelle a pris part le rapporteur du Sénat Nefertiti Ngoudiazana et le quester Topin Kabongo, Janine Kalinga. Julie Tola pour ce reportage. Les axes prioritaires de la loi des finances exercice 2025 et les 6 engagements du chef de l'État ont fait l'objet des échanges au cours de la séance de travail que le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kingé a eu dans son cabinet de travail au Palais du Peuple le mardi 17 septembre 2024 avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de ministre des Finances Doudou Famba et du budget Aimé Bouge. La chef du gouvernement congolais explique l'objet de la réunion. Vous vous rappelez, quand j'ai été investie à l'Assemblée nationale, j'avais indiqué que j'allais me rendre disponible pour des concertations régulières avec les 2 chambres. On l'a fait la semaine dernière avec le président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, c'est une séance de travail qu'on a pu faire avec le président, l'honorable président du Sénat, et c'est juste pour pouvoir s'assurer que maintenant que la session
parlementaire a commencé, particulièrement c'est une session budgétaire. Il était important qu'on échange sur la manière dont nous avons travaillé sur ce nouveau projet de loi des finances pour 2025. Ici, de rappeler que le lundi 16 septembre, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, avait déposé au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi. Le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. À cette occasion, elle avait dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Elle devrait donc compter sur l'appui des élus pour obtenir les dites réformes. De son côté, lors de son allocution d'ouverture de la session parlementaire essentiellement budgétaire, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, avait appelé les sénateurs représentants constitutionnels des provinces à porter leur attention sur les crédits accordés par la loi des finances exercice 2025 aux provinces pour la matérialisation de projets retenus pour ces entités. Les Nations Unies réaffirment leur détermination à soutenir les efforts de paix du gouvernement de la République. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, l'a dit au Premier ministre lors de l'audience lui accordée. Un reportage de Jémi Mamogo et Pompon Oumba. Le port international de Matadi, transformé en un carrefour d'espoir et d'innovation. Son espace abrite les travaux de la 2e session de la 8e édition de l'Expo Béton. Sous cette tente géante sont réunies plusieurs intelligences afin de trouver des solutions pour le développement, a fait remarquer la première ministre Judith Suminwa, venue honorer cette cérémonie. Il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. D'ailleurs, comme l'a si bien dit le président de la République, c'est parce qu'ayant été attentif aux recommandations des débuts passés d'Expo Béton qu'il a eu l'ingénieuse idée de créer un ministère dédié à la politique de la ville pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement durable en vue d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Le thème de l'Expo Béton s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028 exécuté sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Accompagnée de quelques membres de son équipe, la chef du gouvernement a affirmé l'importance d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest, une initiative cruciale pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des Congolais. Je puis vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé lundi au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche une population de près de 40 millions d'habitants. À l'horizon 2050, plus de 60% de la population du corridor ouest vivra dans les villes comme Kinshasa, Boma, Matadi, ainsi que les agglomérations urbaines comme Kasangulu et Mwanda. Il faut donc, dès à présent, penser et proposer des solutions durables pour ces villes, a insisté Grace Bilolo, gouverneur du Congo central. Jean Bamanissa, opérateur économique et initiateur de ce forum, a réussi à rassembler des acteurs économiques nationaux et internationaux autour du thème des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. Voilà, vous avez compris qu'il s'agissait du Premier ministre qui est arrivé ce mercredi, plutôt dans la ville de Matadi, où elle a procédé au lancement de la seconde phase de la 8e édition de l'Expo Béton. Plusieurs entreprises y ont pris part.
Je le dis en titre, le pacte social est garanti dans le secteur de la santé. En prévision de la tenue prochaine de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de la santé, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a réuni les ministres concernés pour évaluer les engagements pris et évoqués déjà lors de la tenue des travaux de la commission préparatoire. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Malouma. Dialogue social, le gouvernement s'active pour résoudre durablement les problèmes des agents et cadres de l'administration du ministère de la Santé. Le banc gouvernemental, représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, celui de la Santé, Samuel Roger Kamba, ainsi que le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, s'est réuni avec la délégation de l'intersyndicale de la santé le mercredi 18 septembre 2024. Cette réunion marque le lancement du début des travaux du comité préparatoire en prélude de la tenue de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de la santé qui devra évaluer le taux d'exécution des engagements des précédents accords pris par le gouvernement de la République. Nous sommes en train de nous battre pour répondre aux besoins exprimés par le banc syndical de la santé. Il y a eu beaucoup de réunions depuis l'année dernière, il y a eu des engagements et maintenant la mise en œuvre de ces engagements, c'était vraiment le but de cette réunion que nous avons eue aujourd'hui avec le BPM Fonction publique. Donc on a décidé immédiatement de mettre la commission en place, des syndicats qui vont tous se mettre ensemble pour repasser maintenant point par point et préparer cette réunion qu'on doit avoir très rapidement pour répondre à leurs besoins. Débuté le mercredi 18 septembre 2024, les travaux du comité préparatoire des assises de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de la santé vont se poursuivre le jeudi 19 septembre en commission mixte réunissant les experts du gouvernement et les représentants de l'intersyndicale de la santé. L'Assemblée nationale sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE RDC s'est ouvert ce mercredi. Selon les experts, des nouvelles informations seront données et certaines recommandations adoptées. Peggy Mukunda et Tony Djouma. La finalité du rapport du secteur forestier en République démocratique du Congo est l'essentiel de la 129e réunion du comité exécutif de l'ITI-RDC. Réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Nyembo. Bien avant son adoption et sa publication d'ici le mois de décembre, ces rapports devra être corrigés, améliorés et enrichis car il ne répond pas aux exigences de la norme ITIE internationale. Cette voie de prolongation ouvre une porte de sortie, a signifié le président du comité exécutif de l'ITI-RDC. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations et c'est à ce titre-là qu'il a été demandé à ce que nous puissions donner un petit temps pour que le travail soit encore amélioré et que nous ayons un rapport qui reflète la réalité du secteur au moment où les rapports ont été faits. Nous tenons à ce que nous puissions produire ce rapport-là pour montrer à tout le monde que nous continuons à progresser dans notre travail de transparence dans tous les domaines des ressources que nous avons dans notre pays. En tenant compte des progrès enregistrés par les pays, les membres du comité et le ministère sectoriel se sont mis d'accord pour doter les secrétariats techniques de données fiables pour l'amélioration de ces rapports avec de nouvelles qualités d'information. L'autre sujet abordé de ces assises est la tenue du 4 au 8 novembre 2024 prochain de la télé nationale sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'ITI-RDC avec la participation de l'ITI international. Toutes les énergies sont conjuguées pour l'élaboration des projets impact visible devant bénéficier du financement du programme chinois comme convenu lors du dernier forum économique Chine-Afrique. Nicole Cessep. Cette première réunion de la Task Force, instituée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a analysé les grands projets à privilégier pour capter les 50 milliards de dollars américains du Forum de la coopération sino-africaine. Réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, avec la participation des ministres sectoriels, notamment Augustin Kibassa des Pétentik, Alexis Guissaro des infrastructures, Moindo Nzangi du développement rural et Julien Paloukou du commerce extérieur. L'ensemble des ministères ont recensé la panoplie de projets bancables qui disposent des études et ceux qui ne disposent pas des études pour qu'on voie de ces projets lesquels nous pourrions aligner pour capter
ces financements chinois. La connectivité de toutes les provinces de la RDC à travers les différents corridors figure parmi les projets prioritaires. Il n'y a pas de république sans les provinces, c'est-à-dire tous les projets concernent les provinces. Vous savez que l'idée chère au président de la République, c'est la connectivité de toutes les 26 provinces, mais également la connectivité de ces provinces sur le reste de l'Afrique. À l'issue de cette réunion, le VPM des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a annoncé la création d'un comité technique qui va faire la compilation de l'ensemble des projets, évaluer les études ainsi que le coût. Sachez aussi que dans la ville de Lubumbashi, des constructions anarchiques qui sont érigées sur le site de la Régie des voies aériennes vont être détruites. Une décision prise par le ministre de l'Urbanisme et Habitat et le gouverneur de province du Haut-Katanga après leur visite d'inspection sur le site. Selon le ministre de l'Urbanisme, le constat est amer. Aucune construction ne répond aux normes urbanistiques. Un commentaire de Nanou Umba. Restaurer l'autorité de l'État dans le secteur foncier de la régie des voies aériennes de l'aéroport de la Loano et restituer à l'État de terrain de la RVA spoliée par le particulier, tel a été l'objet de la descente du ministre de l'Urbanisme et Habitat dans le Haut-Katanga. Des mesures vont être prises sur le plan administratif, mais aussi sur le plan juridique. Donc nous sommes avec le procureur général ici qui va se saisir des infractions qu'il a constatées ici sur le terrain et les responsabilités vont être appliquées. Un constat amer fait par Crispin Badopanzo en voyant toutes ces occupations illégales. Une réunion d'urgence a été tenue entre le ministre de l'Urbanisme et Habitat et le procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi pour résoudre ces problèmes fonciers. Je fais part de mon inquiétude en ce qui concerne la spoliation à grande échelle des immeubles du domaine privé de l'État. Il y a une trentaine de maisons qui sont concernées dans la ville de Lubumbashi. Il y a une vingtaine d'autres qui sont concernées à l'intérieur de la province. Il m'a rassuré qu'il va tout faire pour que l'État rentre dans ce droit. Bien après, les agents et cadres de l'urbanisme au Katanga ont reçu du ministre de l'Urbanisme et Habitat des nouvelles orientations des travail au cours de leur exercice sur le terrain et le respect de l'éthique déontologique. Crispin Badopanzo a été reçu par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué. La Régie des voies aériennes a disponibilisé un montant important pour l'exécution des travaux de construction d'une polyclinique moderne dans l'enceinte de l'aéroport national de Ndolo. La cérémonie de lancement a été présidée par le directeur général de la RVA, à côté de lui, Trifon Kinkemulumba, président du conseil d'administration, Anastasie Ndumbu et fils Monoma. Une polyclinique moderne sortira de l'enceinte de l'aéroport national d'Indolo au profit des agents et cadres de la Régie des voies aériennes. Une première depuis 1925. Cet édifice sera doté des services pour l'administration du centre, l'hospitalisation, des laboratoires, la médecine générale et la maternité. La construction de cet édifice a été présidée par le directeur général de l'RVA, Léonard Ngomambaki, sous les regards intéressés du PCA Kinkemulumba et du DGA Louis Blaise Londolé, qui s'est dit heureux de la concrétisation d'un projet de longue date. Le coût total de l'ouvrage s'élève à 816 388 $. C'est le financement en fonds propres de la Régie des voies aériennes. Cet ouvrage, fruit de l'expertise interne de notre entreprise, tant dans les études que dans l'exécution, est prévu pour un délai prévisionnel d'achèvement des travaux de 6 mois. Cette cérémonie intervient après la série des interventions des différents services contenus et bénéficiaires de ce projet relatif au bien-être du personnel de la RVA et de la population environnante. Un geste salutaire et significatif aux bénéficiaires pour la prise en charge du personnel. Je l'ai annoncé en début de ce journal, Oscar Mbalkaïj est sur ce plateau pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Bonsoir Oscar. Bonsoir Anita, bonsoir à tous.
Ordonnance numéro 24/084 du 14 septembre 2024 portant nomination de membres du conseil d'administration de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en sigle FONAREV. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 79 et 81, alinéa 1er, point 5 et 6, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre le membre du gouvernement, spécialement en ses articles 43, 45, alinéa 2, point 3 et 61, alinéa 1er, point 5 et 6. Vu les décrets numéro 22/38 du 6 décembre 2022, tel que modifié et complété par les décrets numéro 23/020 du 9 juin 2023 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en sigle FONAREV, spécialement en ses articles 1er, 5, 7, 8, 12 et 28, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé membre du conseil d'administration et directeur général du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre l'humanité, la paix et la sécurité en sigle FONAREV, Monsieur Fata Makunga Patrick. Article 2. Sont abrogées les dispositions antérieures nommant M. Lundula Lolatui Lucien, membre du conseil d'administration et directeur général du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en sigle FONAREV. Article 3. La ministre des Droits humains est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 14 septembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 septembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci Oscar Mbalkaïch pour la lecture de cette ordonnance présidentielle. Poursuivons ce journal. Tout est rentré dans l'ordre après la tentative d'évasion de la prison centrale de Makala. Les bâtiments incendiés sont en pleine réhabilitation. D'autres ont été équipés. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est rendu sur place, nous dit Cédric Kenina. L'on repeint, l'on réhabilite les murs qui s'étaient écroulés sous la menace des détenus et les bâtiments incendiés lors de la tentative d'évasion de Makala qui a tourné à un drame. Les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Mutamba, scrutent chaque détail, du centre de santé au dépôt de stockage des provisions alimentaires pour les pensionnaires, en passant par la cabine électrique jusqu'au service de numérisation des données des détenus, aujourd'hui complètement équipés en ordinateur. Au-delà de tout, les gardes du Sceau, accompagné de son vice-ministre Samuel Bemba, a procédé dans le cadre du désengorgement de cet espace carcéral à la libération sous condition des détenus éligibles, souvent derrière les barreaux pour des faits bénins.
environ 300. Des cas de famille qui devaient être résolus, mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Dans un autre décor, Constant Moutamba s'est rendu au collège de la Salle, dans la commune de la Gombe. Ici, le constat est amer. L'entrée principale du collège est bloquée par des travaux de construction non autorisés. Une situation qui contraint les élèves à emprunter des chemins détournés, perturbant ainsi la formation de ses enfants. Les ministres d'État à séance tenante ordonné à l'auditorat supérieur des FARDC de mettre fin à ces travaux et démolir simplement ces constructions devant cet établissement scolaire. L'éducation, l'un des volets phares de l'action quinquennale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a plus que besoin d'une protection de la justice en cas de menace. La ministre des Affaires étrangères prend part au forum des femmes ministres des Affaires étrangères qui se tient à Toronto, Canada. Profitant de son séjour, Thérèse Kaikwamba s'est entretenue avec la communauté congolaise du Canada au cours d'une rencontre organisée par l'ambassadeur Joska Kabongo. Un commentaire de Sandra Nyangi. C'est une hôte de marque que l'ambassadeur de la RDC au Canada accueille ce mardi 18 septembre. Thérèse Kaikwamba Wagner est venue répondre à l'invitation de son homologue canadienne pour participer au forum des femmes ministres des Affaires étrangères à Toronto. Une visite qu'elle a mise à profit pour échanger avec la communauté congolaise vivant au Canada. Accompagnée de l'ambassadeur de la RDC dans ce pays, Joska Kabongo, la ministre des Affaires étrangères, était en face des étudiants congolais. Elle a eu des mots justes pour réarmer moralement l'élite congolaise afin qu'elle s'approprie le combat du gouvernement pour sortir le pays dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Soyons tous inspirés d'un esprit de cohésion, en particulier quand notre pays traverse un chapitre très difficile avec la situation à l'est du Congo. Pour moi, en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est ma priorité tout d'abord, d'être le porte-voix de la République démocratique du Congo et en particulier de nos frères et sœurs à l'est du pays. C'est pour cela que notre diplomatie se concentre tout d'abord sur le conflit à l'est du pays. L'hôte de marque de la représentation congolaise au Canada, Thérèse Kaikwamba, a reçu des photos de souvenirs de la part des femmes congolaises vivant au Canada, mais aussi des jeunes de la communauté en guise de présent. Elle séjourne à Toronto, au Canada, pour participer au Forum des femmes ministres des Affaires étrangères. Les échanges vont graviter autour des grands enjeux politiques internationaux du point de vue des femmes. Conformément aux instructions du président de la République et du Premier ministre lors de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 9 septembre et de la 12e réunion du 6 septembre, le ministre de la Communication et Médias s'est entretenu avec les conseillers en communication de tous les ministères. Un point à l'ordre du jour, la création d'un cadre de concertation pour la rélecture et la diffusion des communications du gouvernement. Gaëtan Magalano. Durant 2 heures, le ministre de la Communication et Médias, accompagné du directeur de la communication de la présidence de la République et de la directrice de la communication de la primature, s'est tout d'abord apaisanti sur le propos du président Félix Tshisekedi, rappelant que l'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée. Patrick Mouyaya a fait écho de la communication de la première ministre Judith Suminwa Tuluka portant sur la nécessité pour tous les membres du gouvernement de veiller à faire une communication cohérente à l'approche de 100 jours du gouvernement souminois. Mouyaya, Ngindou et Liolo ont par la suite exploré l'ordre du jour comprenant 3 points notamment la charte graphique, la création d'un cadre de concertation pour la relecture et la diffusion de communication du gouvernement, ainsi que la planification et proposition de campagnes de sensibilisation annuelles. De leur côté, Eric Ngindou et Mioto Liolo ont martelé sur la vulgarisation du programme d'action du gouvernement et ont appuyé l'idée de diffuser plus d'actions de terrain plutôt que des audiences de membres du gouvernement dans le média public. Ça tombe bien à propos, cette initiative de réunir tous les communicateurs des différents ministres de la République pour que, justement, cette communication du gouvernement soit cohérente parce que si ça va dans tous les sens, ça ne profite pas à l'image de la République. Une communication coordonnée permet de donner au président de la République les moyens de justement véhiculer
sa politique et sa vision d'après les 6 engagements majeurs qu'il a pris devant la population congolaise durant la campagne électorale. Il convient de rappeler que lors de la 12e réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement de la République le vendredi 6 septembre 2024, la première ministre avait attiré l'attention de membres du gouvernement sur la nécessité de veiller à faire toujours une communication cohérente, mais aussi de s'abstenir de tomber dans la dérive de la communication à travers les réseaux sociaux. Au 12e jour du 10e congrès dit de renaissance de l'Union nationale de la presse du Congo, les travaux se déroulent dans la convivialité. Les chevaliers de la plume et du micro sont satisfaits des révisitations des statuts tels que recommandés lors des états généraux de la presse. Jemima Mogo, Papi Mbongo pour ses propos recueillis. Le premier jour, ce n'était pas facile. Mais bon, chacun a pu mettre un peu de l'eau dans son vin pour essayer de travailler d'une façon harmonieuse telle que le ministre l'avait demandé. Et on a éclaté différentes commissions. Il y a eu la commission pour l'élaboration du statut. Il y a eu la commission administrative et financière. Et puis la commission qui doit s'occuper de la discipline. Il avait été recommandé que l'INPC puisse procéder à une réforme afin de pouvoir mettre fin à tout ce qui était comme un facteur conflictogène. D'où il était impérieux qu'on puisse revoir les textes fondamentaux qui régissent l'INPC. C'est notamment les statuts, les règlements intérieurs. En premier lieu, nous avons adopté le règlement d'ordre intérieur du Congrès et après quoi le président avait soumis donc ce règlement d'ordre intérieur sous débat. Chacun de nous a apporté ses amendements et le règlement d'ordre intérieur a été adopté par la plénière, c'est-à-dire les congressistes. L'objectif, c'est de faire de la presse en République démocratique du Congo véritable 4e pouvoir. Ça passe aussi par le contenu, la qualité des journalistes du pays. Et comme l'UNPC aura aussi pour mission, il y a la formation. Il faut voir tout ça, repenser le média. Qui est journaliste? Ça va contribuer à l'assainissement médiatique dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se réveiller un matin et se dire journaliste. Je nous invite tous à plus de responsabilités, à mettre au premier plan les intérêts de la corporation, les intérêts de l'UNPC, à mettre de côté les petites divisions, mais à avoir l'intérêt supérieur de la profession. Le ministre du Portefeuille a présidé la signature de contrat de jointure de l'entreprise Kisenga Manganèse. Les deux parties se réjouissent de cette signature et cette signature qui devrait faciliter la relance de l'exploitation de l'or dans la concession Kisenga Manganèse dans le cadre du partenariat public-privé. Edith Chala. Cette signature entre Kisenga Manganèse et Blue Sky Mining redonne de l'espoir et assure la renaissance de Kisenga Manganèse. Cette joint venture est une porte ouverte pour la relance de l'exploitation aurifère sur les concessions de Kisenga Manganèse. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, est en pleine exécution de la mission à lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Après cet engagement historique, le président du conseil d'administration de Kisenga Manganèse, Mbengele Tamouk, est rassuré de la relance de cette entreprise. Nous avons beaucoup d'espoir parce que pendant près d'une année, nous nous sommes mis à travailler, à trouver des partenaires qui peuvent nous apporter les capitaux nécessaires, non seulement pour résorber la charge sociale de plus de 20 ans, mais surtout pour réhabiliter ou acquérir de nouveaux équipements. Après 20 ans d'inactivité, c'est une urgence pour le personnel de cette entreprise du portefeuille de reprendre ses activités d'exploitation. La détermination du ministre est implacable. Dans cette relance des entreprises du portefeuille de l'État, la SINAT, la MIBA, Congo Airways ne tiennent qu'à cela.
L'entretien entre le directeur général adjoint de la Sokimo et les élus de Ouacha a jeté la lumière sur les zones d'ombre, pommes de discorde entre l'employeur et l'employé. Il s'agit des arriérés de salaire et de la non prise en charge du personnel par la CNCS après échange entre les deux parties. Les députés nationaux appellent la délégation syndicale à la retenue. Suivez. Le directeur général adjoint de la Sokimo que nous avons eu à rencontrer nous a rassuré que c'est une question de saisie de compte. Donc ils sont dans une démarche autre pour pouvoir délocaliser la paie au niveau de notre banque. Aussitôt qu'ils avaient tenté, ils ont vu encore les comptes étaient saisis. Donc pour le moment, ils ont rencontré le procureur général pour que cette situation soit levée, afin que les travailleurs de la Sokimo puissent retrouver leur paie normalement. La situation de la CNCS. Nous avons rencontré le DGA, également le directeur des ressources humaines, qui nous a rassuré qu'il soit en négociation avec la CNCS pour que cette situation soit également résolue. Donc on est en train de faire le nettoyage, de négocier pour qu'on puisse avoir le montant juste qu'il faut pour que cela soit. Et puis le personnel de la DGRALD est appelé à intérioriser le décret 022/53 sur les nouvelles structures de cette régie financière. Un atelier a été organisé à leur intention, un reportage de Cédric Kenina. La maîtrise du décret 022/53 qui offre à la DGRALD une grande marge de manœuvre en termes de mobilisation des recettes à travers les nouvelles structures, c'est l'exercice auquel s'est soumis le personnel de cette régie financière. Un décret qui fait l'objet d'une campagne auprès du personnel pour une parfaite connaissance, comme l'indique ici Madame le directeur général adjoint de cette régie financière, Christine Poloquet. D'aucuns ignorent qu'il y a eu un décret 2253 qui a été pris par les autorités du pays qui touche de fond en comble l'organigramme de la régie. Et comme le décret a été publié, il est de bonne loi que les directeurs, les cadres agents puissent pénétrer les textes. Voilà l'objectif de cet atelier que nous organisons. Nous avons commencé ici à Kinshasa et nous finirons par l'intérieur. Il faudra que tous les agents